Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler d'un concept que j'adore, qui est très utilisé en entrepreneuriat et en finance. C'est le concept d'effet de levier, en anglais leverage. Donc j'aimerais vous parler de ce levier parce qu'il est super intéressant à comprendre en tant que business angel. Il va vous permettre d'ajouter un élément d'analyse quand vous analysez une startup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. On est parti. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que faire effet de levier pour une startup, c'est super important. En tant que business angel, quand vous analysez une startup, vous devez réfléchir à deux éléments en particulier, deux mécanismes financiers super intéressants. La première chose, c'est la scalabilité. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et j'explique pourquoi la scalabilité, c'est l'élément le plus important chez une startup. Et la deuxième chose, c'est l'effet de levier. Alors l'effet de levier, c'est pas pareil que la scalabilité. Vous pouvez avoir de l'effet de levier même dans une entreprise qui n'est pas scalable. Donc voilà, mais c'est un élément en plus qu'il faut analyser. Alors, on va commencer déjà par l'effet de levier bancaire, qui est celui auquel on pense le plus quand on parle d'effet de levier. C'est-à-dire que c'est le fait d'ajouter de la dette à de l'equity, ça fait un effet de levier. Ça, c'est le premier effet de levier. Et ensuite, on verra dans une version plus large du leverage, les autres types de leverage qu'on peut retrouver pour une startup. Donc l'objectif de l'effet de levier bancaire, c'est donc de compléter votre apport personnel avec une dette. Par exemple, quand vous allez financer un bien immobilier, vous allez apporter 20% d'apport et à ça vont venir s'ajouter 80% de la banque, de prêts bancaires. Donc j'enlève les frais, etc. Bien sûr, on suppose je parle de 100% du montant à investir. Et donc ça va faire effet de levier. Votre capital va venir faire effet de levier avec le reste. Voyons comment ça marche financièrement. Donc prenons par exemple un appartement qui coûte 100 000 euros à acheter et qui génère 10 000 euros annuels. Alors on enlève tout ce qui est imposition, etc. On simplifie au maximum. On a donc une rentabilité économique qui est simplement de 10% parce que c'est 10 000 sur 100 000. C'est-à-dire que la rentabilité économique, c'est simplement une rentabilité qui ne prend pas en compte l'aspect financier. Très concrètement, on s'en fout de comment vous avez financé votre bien. On prend la valeur du bien et on prend les loyers sans prendre en compte les intérêts financiers. Donc on prend en compte la valeur économique qui revient à tout le monde, c'est-à-dire combien le bien économiquement génère. Maintenant, ajoutons de la dette. Disons que vous avez uniquement mis 10 000 euros sur ce bien et que 90 000 euros vient de la banque avec un taux d'intérêt de 5%. Maintenant, votre rentabilité financière, qui est là par contre le montant qui vous reste annuellement, donc les loyers moins les intérêts, divisé par vous ce que vous avez mis. C'est cette fois-ci donc loyer moins intérêt payé, c'est-à-dire 10 000 moins les intérêts payés, c'est le montant de la dette 90 000 fois 5%, c'est-à-dire 4 500. Il vous reste donc 5 500 euros que vous divisez par le montant d'equity que vous avez mis, le montant d'apport qui est de 10 000 euros. Donc vous avez donc un rendement de 5 500 divisé par 10 000, c'est-à-dire 55%. Grâce à l'effet de levier bancaire, vous passez donc, si vous avez à la place à acheter l'appartement en cash, vous passez d'une rentabilité de 10% à une rentabilité de 55%. Cette différence, donc 45% entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, on peut d'ailleurs le calculer d'une autre manière, c'est le montant de la dette divisé par le montant d'equity fois la rentabilité économique moins le taux d'intérêt. Donc justement, on peut le retrouver facilement. Le montant de la dette divisé par le montant d'equity, c'est 9, 90 000 divisé par 10, 9 fois, donc la rentabilité économique c'est 10%, moins le taux d'intérêt qui est donc de 5%, donc on a 9 fois 5% qui est donc égal à 45%. On retrouve bien le même effet de levier que la différence entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. Alors attention, ce qui est important de bien noter, c'est que l'effet de levier n'est pas magique. En général, il va augmenter le rendement, mais il va aussi augmenter le risque associé. Donc en fait, les études, enfin voilà, il y a eu, je vais pas, il y a un débat en littérature en tout cas, mais la littérature scientifique montre que ça n'a pas augmenté par exemple la valeur d'une entreprise. Le fait d'ajouter de la dette ne va pas forcément avoir un impact positif sur l'augmentation de la valeur de l'entreprise parce que juste le risque qui est pris en compte qui va baisser la valorisation d'une entreprise augmente et donc ça vient compenser l'augmentation des rendements. Donc maintenant on a vu l'effet levier bancaire qui est l'effet levier le plus classique, le plus strict du terme. On va pouvoir utiliser le raisonnement, l'idée de l'effet de levier pour aller de plus en plus, on va dire, loin de l'effet de levier bancaire et réfléchir dans une idée de leverage plutôt. Alors le deuxième, donc c'est l'effet de levier en equity. Donc en fait l'idée ici c'est que quand vous lancez un business, parfois vous allez avoir besoin d'un énorme apport que vous-même vous ne pouvez pas financer et donc
vous allez non seulement réussir à faire un effet de levier bancaire, mais en plus de ça, vous allez faire effet de levier sur l'equity. C'est-à-dire que vous allez chercher des investisseurs qui vont investir en equity. Ben justement, c'est le cas des startups qui ont besoin d'un gros montant d'equity. Elles ne peuvent pas, donc, de capitaux propres, elles ne peuvent pas uniquement fonctionner avec la dette bancaire. Et donc, elles vont faire un double effet de levier si elles arrivent à lever les deux. C'est notamment le cas dans le crowdfunding immobilier. En fait, quand vous êtes investisseur en crowdfunding immobilier, alors il y a plusieurs formes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez venir aussi faire, les porteurs de projets sur ces plateformes-là vont venir faire effet de levier sur vous, et vous allez faire effet de levier sur la banque. Donc il y a un double effet de levier. On pourrait du coup illustrer avec l'achat d'un immeuble. C'est-à-dire que si, au lieu d'acheter un appartement, vous achetez un immeuble, l'apport il est beaucoup plus élevé, il est plus de 10 000 euros, il est de 100 000 euros. Bah vous continuez à mettre les 10 000 euros, je ne vais pas refaire le calcul, mais du coup vous allez utiliser un investisseur qui va venir mettre les 90 000 euros. Alors évidemment, vous n'allez pas lui donner 90% des parts parce qu'il a mis 90% de l'apport. Sinon, ça ne sert à rien pour vous et vous ne faites pas du tout effet de levier. L'objectif, c'est que vous, en mettant 10 000 euros et lui 90 000 euros, vous ayez du coup plus que 10%. Par exemple, vous allez valoriser le temps que vous mettez, etc. C'est d'ailleurs la même chose pour les fondateurs de start-up. Les fondateurs de start-up ont par exemple besoin d'1 million d'euros d'equity pour faire un projet. Eux n'ont mis que 100 000 euros, mais ils ont plus que 10% des parts, parce qu'ils valorisent autre chose, ils valorisent leur temps, etc. Donc, c'est là tout l'enjeu de l'effet de levier. Encore une fois, en théorie financière, l'effet de levier n'est pas magique, il augmente le risque. Donc là, vous comprenez à quel point la structure financière d'une startup est donc très risquée, parce qu'en fait, par essence, elle va aller chercher du leverage au sein de l'equity. Et donc, c'est risqué par essence. Et imaginez, vous voyez, pour convaincre quelqu'un, si on reprend l'exemple de l'immeuble, d'avoir moins de 90% des parts en mettant 90% de l'equity, il faut avoir des très bons chiffres, il faut lui vendre du rêve. Donc imaginez le niveau de risque. Il faut, s'il y a plusieurs tours de table, réussir à convaincre à chaque tour de croire en l'avenir. Et il ne faut pas qu'il y ait une seule fois quelqu'un qui n'y croit plus. Il ne faut pas que ça se retourne une seule fois. Donc vous voyez le niveau de risque associé au fait d'investir dans une startup rien que par la finance en fait, au-delà de l'aspect économique du business model. Alors l'effet de levier maintenant du travail, c'est le troisième, donc comment on va embaucher des personnes pour faire effet de levier. Si vous embauchez une personne, votre temps initial, le temps que vous passez au travail, c'est le montant de capitaux propres. Non, par exemple, donc un consultant qui facture 1 000 euros par jour en tant qu'indépendant, il travaille 20 jours par mois, donc facture 20 000 euros par mois. Il peut donc recruter une personne supplémentaire qu'il paye 500 euros par jour, mais qu'il parvient à facturer 1 000 euros par jour. Il doit aussi, en revanche, et ça c'est important, arrêter de travailler 2 jours par mois pour manager cette personne. Donc avant, son bénéfice était donc de 20 000 euros, c'était ce qu'il facturait, c'était son bénéfice, et maintenant son bénéfice ça devient 18 000 euros, comme il travaille un peu moins, plus les 500 euros de la personne qu'il a recrutée, fois 20, donc qui est le nombre de jours. Il passe donc à 28 000 euros. Vous voyez d'ailleurs ici que ce coût supplémentaire qu'on a en manageant 2 jours la personne, c'est un peu pareil que l'intérêt de la banque. On a toujours un petit coût en plus qu'on doit payer pour accepter d'avoir l'effet de levier. On remarque d'ailleurs ici que l'effet de levier n'est pas du tout égal à la scalabilité, parce qu'on a bien un effet de levier, mais un effet de levier qui correspond à quelque chose de pas du tout scalable. Et je dirais la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que l'effet de levier, il n'est pas infini. Il aura forcément un plafond, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'effet de levier possible. Alors qu'est-ce qu'on tire de ça? Quand vous allez financer une startup, cette startup va recruter des personnes. Ça fait un effet de levier naturel, c'est-à-dire qu'en dessous du fondateur, il va y avoir des personnes. Donc ça fait un effet de levier, même si ce n'est pas aussi évident que du consulting. Quand vous allez avoir une équipe produit, une équipe commerciale, etc., il y a un effet de levier qui se produit. Et cette personne, qui sont potentiellement des managers, vont ensuite recruter des juniors. Ces juniors vont recruter des stagiaires. Tout ça, ça fait un effet de levier qui bénéficie donc, vous, à votre argent. Quand vous hésitez, par exemple, entre recruter un autre manager alors que vous n'avez pas de junior, ou un junior, recrutez plutôt un junior pour faire effet de levier sur le premier manager. Il faut maximiser, en fait, le rendement d'un manager. Bon, ça c'est un peu basique, mais on l'explique par l'effet de levier. Et enfin, dans l'exemple précédent, j'ai dit que les fondateurs qui levaient des fonds étaient des fondateurs qui bénéficiaient d'un effet de levier sur l'equity.
On pourrait voir ici, en fait, peut-être que ce serait l'inverse, ce serait les business angels qui, dans cette logique du travail, trouvent une forme de leverage encore plus intense, qui est le fait de réussir à motiver et incentiver des fondateurs à travailler pour eux, entre guillemets, en leur fournissant du capital et en leur laissant une pleine liberté. Ce serait un peu dans une vision un peu plus marxiste. Et voilà, donc en tout cas, vous n'êtes pas forcément une personne dont le fondateur profite, hein. Vous profitez aussi de son travail, c'est un rapport évidemment contractuel accepté par les deux. Et enfin, il y a d'autres effets de leverage. J'aime bien les 4 effets de leverage de Naval Ravikant, qui dit qu'il y a le capital de travail qui ont toujours existé et que maintenant on a le code et le média. L'idée ici, donc notamment pour le média, c'est qu'on va produire du contenu une seule fois. Ça peut être un article de blog, ça peut être une vidéo, ça peut être plein de choses, du contenu. Dans le cadre du code, ça va être une page de code, ça va être la première ligne les lignes de code qui vont faire le premier produit, par exemple. Le temps de travail nécessaire pour produire ce contenu ou ce code, c'est bien les capitaux propres que met l'entrepreneur. Il va emprunter les canaux de distribution et les outils de création de code, justement, pour faire un effet de levier. Donc, comme il emprunte de la dette, là, il les emprunte pour sa distribution, pour faire un effet de levier et tenter de toucher un maximum de monde. Il peut toucher 1 ou 200 personnes, peu importe, ça lui coûtera pareil. Et donc, il y a un effet de levier. Là où avant, en fait, par exemple, quand on donnait de l'information one-to-one d'une personne à l'autre, du coup, c'était sûr, c'était moins risqué, on était sûr que l'information touche la personne. Là, on va faire effet de levier pour aller toucher un maximum de monde, mais on peut aussi toucher personne. Donc, c'est là où le risque augmente également. Et du coup, le downside, il est assez faible. Hein. Vous voyez que avant on touchait une seule personne, maintenant on peut en toucher 0 jusqu'à 1, ce qui est le plus probable en général. Mais après, on peut toucher des milliers et des millions de personnes. Les intérêts à payer, les coûts qu'on peut retrouver un peu partout, ici, c'est les coûts que vous allez pouvoir avoir d'utiliser les canaux de distribution ou de produire votre contenu, votre ligne de code, etc. Voilà, c'est tout pour l'ensemble des effets de levier, l'ensemble du leverage qui peut avoir lieu dans une levée de fonds, que ce soit pour vous ou que ce soit pour le fondateur. À toujours garder en tête dans votre analyse pour avoir un prisme d'analyse leverage, super important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.